Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo originale puisque je n'ai jamais débriefé aucune autre équipe que le PSG sur la chaîne YouTube jusque-là. Eh bien sachez qu'il y a un début à tout puisque cet après-midi on va parler du match entre les hommes de Thomas Tuchel et ceux de Pep Guardiola qui vont se présenter mardi soir au Parc des Princes avec de la confiance puisqu'ils se sont imposés par la plus petite des marges, certes, mais ils se sont imposés, ils ont pris les 3 points et qui vont surtout se présenter en forme. Parce que les automatismes ont été travaillés et parce que Pep Guardiola a encore livré un récital cet après-midi, chef d'orchestre. Voilà, c'est le maestro, cette équipe qui tourne à plein régime, très bien huilée, en termes de pressing, de circuit de balle, d'organisation, de structure aussi bien sûr, les mouvements qui sont toujours compensés, un principe de l'asymétrie qui est maîtrisé quasi à la perfection. Dès qu'un joueur se déplace, l'autre vient compenser au niveau de l'utilisation de l'espace, bien évidemment. Ensuite, il y a les QI foot qui font la différence. Ce sont des joueurs de classe mondiale. Du côté de Chelsea, on a été, je pense, assez surpris de l'intensité très rare mise en place par Chelsea, par City cet après-midi, pardon. Et on a joué relativement bas. C'est quand même un euphémisme parce qu'en première mi-temps, ils étaient acculés tout simplement. Ils ont bien défendu. Ils ont bien défendu Chelsea, les hommes de Thomas Tuchel. Problème, ils n'ont jamais vraiment réussi à faire le lien entre la défense et l'attaque. Ce duo Lukaku-Werner qui, dans certaines mesures, a laissé entrevoir quelques petites complémentarités sur lesquelles on va revenir parce que le PSG doit en prendre de la graine selon moi. Mais dans tous les cas, peut-être que l'absence de Mount a pesé dans cette mesure cet après-midi parce qu'ils ont été trop esselés, bien évidemment. En témoigne cette action sur laquelle Werner est seul contre 3 défenseurs de City et n'arrive à rien faire tout simplement malgré lui. Voilà. La seule solution pour eux quand ils avaient le ballon, c'était de repartir derrière. Les milieux de terrain étaient trop inoffensifs, n'ont pas assez pesé, n'ont pas fait la différence et dès le début se sont fait manger sans jamais avoir voilà, cet esprit de revanche, en fait, se rebeller et puis essayer d'inverser la tendance. Puisque ce match a quand même été assez plat, on va dire. Ça a été une vraie continuité, la domination de Manchester City. Au niveau des performances individuelles, je retiens Bernardo Silva du côté de l'équipe Citizens parce que n'importe quel entraîneur aujourd'hui rêverait d'avoir un joueur comme lui. Au niveau des efforts, il est absolument incroyable. La qualité technique en termes de pressing pour se replacer, les kilomètres qu'il avale, bravo. Récital cet après-midi. Et puis du côté de Chelsea, Edouard Mendy. Edouard Mendy, alors c'est à l'image du match de Chelsea en fait. C'est comme avec le PSG la saison dernière. À chaque fois, c'était Navas qui était homme du match, mais c'est aussi révélateur de la prestation collective. On se réjouit bien sûr pour lui personnellement qu'il ait fait un bon match, mais c'est jamais une bonne nouvelle quand ton gardien est homme du match. Et pour moi, là, du côté de Chelsea, Mendy a maintenu ces hommes à flot. Il est incroyable, il mérite le ballon d'or africain cette année, je pense. Donc voilà, on va revenir sur certains aspects parce que voilà, la physionomie du match, on l'a globalement résumé. Ce but de Gabriel Jesus et Manchester City, qui s'est présenté cet après-midi avec quelques petits changements au niveau de l'animation. Je vous ai concocté une vidéo cette nuit qui sortira demain sur la structure des équipes de Pep Guardiola, même si c'est très compliqué d'en parler en fait, parce que aux abords des gros matchs, on sait tous que quasi chaque fois, eh bien, Pep Guardiola tente un coup. Et du coup, ça a fait tomber à l'eau toutes les analyses qu'on a fait avant. Mais dans tous les cas, j'ai essayé de résumer sur une palette géante de 18 minutes qui sortira demain, eh bien, comment fait jouer son équipe Pep Guardiola. Et cet après-midi, eh bien, il a un peu renié un principe, je pense que c'était tout simplement une question d'affiche en fait. Quand tu joues Arsenal, quand tu joues des petites équipes, il se permet de jouer avec ce principe des latéraux qui viennent dans l'axe, au milieu de terrain, sur la même ligne que la pointe basse de ton milieu, pour permettre d'abord aux relayeurs de se projeter et ensuite d'avoir de la densité dans l'axe et surtout les qualités techniques pour faire remonter les ballons par la verticalité, les couloirs. On sait tous que le terrain, avec Pep Guardiola, tu le divises en 5 couloirs. Et encore cet après-midi, tout ça pourquoi? Pour attaquer les demi-espaces, bien évidemment. C'est ce qui est privilégié du côté de Manchester City. On ne va pas trop attaquer dans l'axe, dans la boîte complètement, parce qu'on joue un petit peu sans numéro 9. Et puis au niveau des ailes, c'est globalement bien maîtrisé, puisque les ailiers sont quand même assez bons et arrivent à se retrouver en 1 contre 1 assez souvent. Ensuite, ce sont les qualités individuelles qui font la différence. Bref, ça on ne l'a pas vu cet après-midi.
Les latéraux ne revenaient pas trop dans l'axe. Je pense que Pep Guardiola a eu un petit peu peur, entre guillemets, de se faire cueillir à froid en contre. Hein. Si Chelsea arrivait à bien mener ses transitions, ça aurait été assez facile de se retrouver en égalité, voire supériorité numérique avec les centraux. Donc on a opté pour la prudence, à savoir si mardi au Parc des Princes, il fera de même face à Kylian Mbappé, Neymar et toute l'armada du PSG, sans Di Maria, on le rappelle, qui est suspendu pour les 3 premiers matchs de la Ligue des Champions. Mais cet après-midi, les latéraux optaient pour, voilà, une animation un petit peu plus classique. Monter quand l'ailier repique dans l'axe pour évidemment optimiser l'occupation de la largeur. Ils l'ont très bien fait cet après-midi. Alors on va s'arrêter sur le pressing de Manchester City qui a été absolument suffocant pour Chelsea. Ça gêne absolument toutes les relances, ils récupèrent les ballons hauts, le bloc est très très haut. Et là ici l'enjeu pour le PSG, pour moi, en fait, c'est un enjeu qui est numérique. Tu peux pas mettre en place de plan de jeu si tu as ni Verratti et ou Messi. Voilà. C'est-à-dire que si tu te présentes avec un milieu Danilo, Wijnaldum, même Paredes, hein, même Paredes, parce que pour moi, là, Paredes, ça va être très compliqué s'il est titulaire mardi. Enfin voilà, je vais pas spoiler ma vidéo quel 11 pour affronter City, mais je vous le dis déjà, Paredes mardi et son côté statique, ça va être très très compliqué, voire l'abattoir complètement. Mais voilà, pour moi, il faut absolument Marco Verratti ou alors Lionel Messi dans une position basse pour faire remonter les ballons et apporter de la fluidité. Il y a un autre aspect que je vais développer dans la vidéo que je sortirai demain. Mais le pressing de Manchester City, c'est ce qui fait le plus peur, bien évidemment. Du côté de Chelsea, on a été étouffé complètement. Parce que aussi, tout simplement, au milieu de terrain, on n'avait pas ce profil pour bien faire remonter, bien se connecter avec son attaque. Et justement, petite transition sur ma seconde partie, l'attaque de Chelsea. Werner-Lukaku, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce match, mais en première mi-temps notamment, on l'a vu, les deux étaient assez complémentaires dans la mesure où, d'abord, le système de Pep Guardiola fait qu'il se retrouve souvent en 2-3-5, tu sais, avec une vraie ligne de largeur devant, mais bon, comme je le disais, les latéraux étaient un petit peu plus sur la retenue cet après-midi. Mais dans tous les cas, tu avais Lukaku qui se mettait au service du collectif pour décrocher et emmener avec lui évidemment le défenseur central pour aller chercher le ballon, jouer en pivot de haut jeu parce que c'est quelqu'un qui arrive, il a les qualités athlétiques et physiques bien évidemment. Et de l'autre côté, Werner, il faut quand même souligner la justesse de ses appels en profondeur, puisqu'il avait de l'espace qui se libérait par le décrochage de Lukaku. Et ça, c'est très intéressant, je l'ai identifié en première mi-temps, et je pense du coup qu'au PSG, alors, notre Werner sera Kylian Mbappé, sans faire offense à Kylian Mbappé, il est à des années-lumière de Timo Werner bien sûr, mais je parle en termes de profil et de consignes à qui on lui donnerait. Donc je pense qu'avec Kylian Mbappé, il faut un attaquant. Quelqu'un qui gravite autour de Kylian Mbappé, d'abord parce que tout seul en pointe, il n'y arrive jamais, il lui faut quelqu'un à côté, comme lors de ses bonnes heures à Monaco avec Falcao, ou alors quand il est avec Icardi. Enfin, rappelons quand même que la connexion Icardi-Mbappé n'est pas dégueulasse. J'aimerais bien savoir, je ne l'ai pas en tête, mais je serais curieux de savoir combien de passes décisives ils se sont échangées. La dernière en date, c'est évidemment le but d'Icardi contre Lyon, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, et ils arrivent à se connecter. Parce que Mbappé, quand il a un 9 à côté de lui, il est un petit peu plus libéré pour attaquer la profondeur, si évidemment les mouvements sont calculés, sont préparés à l'avance. Donc pour moi, il faut quand même calquer cette animation de Lukaku et de Werner. Maintenant, qui pour faire le rôle de Lukaku? J'aurais tendance à dire Neymar, parce que Neymar, dans le dernier tiers, on sait tous qu'il a perdu en lucidité dans les grands matchs. Dans le dernier geste, il loupe le cadre trop de fois, et puis dans le dernier tiers, il a un petit peu perdu de son influence. Donc qu'il redescende, qu'il vienne se positionner entre les lignes, et puis évidemment qu'il amadoue un central qui permettra de créer de l'espace pour Kylian Mbappé. Ou alors, on peut éventuellement envisager Icardi. Peut-être Di Maria l'aurait fait. Messi, comme je le disais plus tôt, ce serait perdre en crédibilité que de mettre Messi à côté de Kylian Mbappé, parce que pour sortir de ce pressing, tu peux pas mettre Messi sur la même ligne que les défenseurs de Manchester City. Il faut absolument qu'il vienne au milieu de terrain se mesurer au premier rideau, on va dire, défensif de Manchester City pour faire remonter les ballons et alimenter Kylian Mbappé. Voilà. Ensuite, motif d'espoir. Cette vidéo, elle n'est pas là pour enterrer le PSG. Bien évidemment, City tourne très très bien, mais je rappelle quand même qu'il y a l'aspect mental, qu'on est en phase de poule, que c'est la Ligue des Champions, la compétition dans laquelle tout peut se passer, et que le PSG, même si on n'est pas très très bien rodé tactiquement, c'est une réalité, on est un vrai groupe avec un vrai mental. Voilà, c'est peut-être ce qui a fait la différence contre le Bayern par exemple la saison dernière, mais notons ça. Et ensuite, d'un point de vue tactique, on l'a vu cet après-midi, Chelsea en transition n'a pas réussi à être assez rapide, assez fluide dans ses circuits de balle, mais en contre, il y a moyen de les tuer. Il y aura des coups à jouer, je suis désolé. Mais là, City, on va se retrouver bon nombre de fois en égalité, voire supériorité numérique, et on va pouvoir les prendre dans la profondeur.
il y a des gros boulevards qui vont arriver, évidemment. Hein. Donc pour moi, voilà, c'est l'axe principal de travail tactique du PSG. À la récupération de la balle, on ne peut pas faire comme City fait. Là, faut les tuer. Faut les tuer, quitte à prendre le risque de perdre le ballon très rapidement et se retrouver sur une nouvelle phase de pressing et de défense. Il faut absolument voilà, essayer de jouer le plus vite possible de la vitesse de Kylian Mbappé et les tuer lorsqu'il y a les espaces et qu'ils sont désorganisés, tout simplement. Voilà, ce que j'ai peur, en fait, c'est que le début de match est toujours très important du côté du PSG. C'est-à-dire que si City imprime son rythme dès le début de match, nous prive du ballon et nous presse intensément pour récupérer le ballon et faire tourner et tout ça, nous use dès le début de match, après quand on récupérera, on aura peur de partir tout de suite en contre-attaque parce qu'on voudra quand même poser le pied sur le ballon et se redonner confiance, faire circuler le ballon pour souffler un petit peu. C'est ça que j'ai un peu peur en fait, que le rythme de City nous entourloupe un peu et c'est pour ça que le premier quart d'heure va être très 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 important. Si on arrive à être en confiance dans le premier quart d'heure contre City et ne pas vraiment se faire asphyxier mais surtout confisquer le ballon, je pense que voilà, sur toute la durée du match, on réussira quand on récupérera le ballon à avoir la confiance nécessaire pour partir en contre et les tuer. Et enfin, second motif de réjouissance entre guillemets cet après-midi, et ça c'est pas des moindres. City attaque sur des attaques placées. Il y a deux dimensions à prendre en compte. D'abord, ils utilisent les demi-espaces. En première mi-temps, la frappe complètement dévissée de Gabriel Jesus dans la surface est anecdotique. Mais en réalité, non. Parce que le début de l'action, là où ils font la différence, c'est dans le demi-espace. C'est la projection du milieu de terrain dans ce fameux espace-là, en général, c'est entre le latéral et le défenseur central, où du coup, t'as pas vraiment de marquage à la culotte de 1 contre 1 et un petit peu d'espace face à toi pour ajuster, pour centrer lorsque tu en as les qualités. Hein. Centrer depuis le demi-espace, c'est pas du tout centrer depuis l'aile. Mais il y a des joueurs qui en sont capables, ou alors tout simplement pour lancer ton latéral dans le dos de la défense, ou un attaquant qui viendrait chercher sur le côté. Bref, l'attaque des demi-espaces, pour moi, ça va être super important. Je m'éternise pas là-dessus. J'en parle de toute façon dans ma vidéo qui sortira demain. Je l'ai concocté cette nuit. Je crois que j'ai déjà dit en début de vidéo. Désolé si je radote. Mais voilà, ils attaquent sur des attaques placées. Premier point très très important, enjeu numéro 1 pour le PSG, les demi-espaces. Ça passe par de la compensation par les milieux de terrain pour venir épauler le latéral ou évidemment le défenseur central. Ander, je te parle, Idrissa aussi. Mais par contre, second très très bon point, on sait tous, et encore contre Metz cette semaine on l'a vu, le défaut numéro 1 de la défense du PSG, que ce soit sur les ailes avec nos latéraux qui se projettent un petit peu trop et qui sont souvent en retard dans leur dos, ou Marquinhos et Kimpembe qui tout simplement n'arrivent pas à gérer la profondeur. C'est une question de complémentarité, de talent individuel, de vision de jeu, je ne sais pas, mais notre ligne défensive n'arrive pas à gérer la profondeur. En profondeur, on est nul. Tout simplement. Le PSG est nul dans la gestion de la profondeur. Eh bien, sachez que City, du coup, comme ils attaquent en attaque placée, on risque de ne pas avoir à gérer notre plus gros défaut défensif. Voilà, bien sûr, Pep Guardiola, s'il veut faire un énorme coup et tenter quelque chose, une petite révolution au Parc des Princes, je pense que ce serait là-dessus sur quoi il devrait miser. User de la profondeur face à cette charnière centrale qui peine vraiment là-dedans. Donc je miserais bien sur une grosse masterclass de Marquinhos et Kimpembe si City s'en tient à son plan d'attaquer au niveau placé, voilà, de pas trop prendre la profondeur et de poser le ballon pour se retrouver en situation de 1 contre 1. Et là par contre Marquinhos et Kimpembe ont toutes les qualités du monde, c'est de la classe mondiale et tout est réuni tout simplement pour qu'ils sortent un très très gros match. Voilà, je pense avoir tout dit, j'avais fait mes petites notes, je voulais développer 4 grands points dans ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve ce soir pour le débrief de PSG Montpellier, je serai au parc, alors je ne sais pas si je pourrais le sortir directement ou s'il faut que je sorte du parc et que j'enregistre en dehors du parc, parce qu'à chaque fois qu'il y a le coup de sifflet final, pour ceux qui ne savent pas, les vigiles nous virent tout de suite. On peut même pas rester un quart d'heure après le coup de sifflet final, le temps juste de tourner ma vidéo dans le parc, et c'est vrai que c'est un petit peu chiant de tourner la vidéo dans la queue, et puis évidemment tous les bouchons qui se créent, quand tout le monde se tire du parc. Donc voilà, mais je vous sortirai mon débrief bien évidemment. S'il y en a qui sont au parc, écoutez, faites-moi signe. Je n'ai plus Instagram. Je suis désolé. Enfin, je suis pas désolé puisque c'est pas moi. Instagram m'a fait sauter mon compte sans aucune raison. 19 300 abonnés, 3 ans de travail qui sont partis en fumée hier soir. Je vous avouerai que j'étais abattu complètement. Heureusement, je me suis concentré sur une vidéo, celle qui sortira demain sur City, pour me changer les idées et puis pour me passer les nerfs un petit peu, tu vois, sur Instagram. Mais voilà, j'ai perdu mon compte Insta. Donc je vais en recréer un. Je vous ferai appel évidemment pour refollow et revenir.
Là-bas, j'y partageais toutes les informations, j'essayais d'être actif le plus possible, même si c'était un petit peu par période, des fois j'étais moins actif. Mais bon, c'est comme ça. 19 000 abonnés qui sont partis en fumée, j'ai essayé de les contacter, on va voir s'ils vont répondre. Déjà, ils répondent pas au téléphone. Par mail, j'espère, mais j'ai assez peu d'espoir. Voilà, mon compte qui, je ne sais même pas pourquoi, a sauté en fait. Je sais même pas pourquoi j'ai sauté, ils m'ont même pas dit, ils m'ont même pas prévenu, ils m'ont même pas dit vous avez été banni. J'ai plus accès à mon compte, je suis un utilisateur introuvable. Quand on tape mon pseudo, on ne me trouve plus. Voilà, je suis rayé de la carte. Voilà, je suis désolé. Enfin, ça m'a attristé. Et ce matin, quand je me suis réveillé, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Et du coup, ça m'a mis un petit peu dans un bad mood. Donc voilà, je me suis dit, Romain, ne t'enferme pas sur toi-même, ne reste pas dans ton lit à te morfondre toute la journée. Fais un petit débrief de Chelsea City, va au Parc des Princes, profite, fais ton débrief de PSG Montpellier. Demain, 2 vidéos pareil qui sortiront, je pense. La première sur le coup des 11h midi, comment joue Manchester City, celle que j'ai préparée cette nuit. Et puis, quel 11 pour les affronter. Allez, je m'arrête ici. Très bon après-midi, très bon week-end, très bonne soirée, très bon match ce soir. Allez, Paris contre Montpellier. Évidemment, je suis en faveur de ne pas faire tourner. Voilà, il faut absolument mettre l'équipe type. Les sortir tôt, les titulaires, pas de problème, mais ne pas les titulariser, non. Il faut arrêter avec ces non-prises de risque permanentes qui font voilà, du club un club complètement à part, puisque jamais personne n'a fait ça. Encore cet après-midi, Manchester City joue avec son équipe type et s'impose voilà, sans avoir pris de gros risques. Allez, n'hésitez pas à poser un like si ce débrief vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao.